Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un topo lecture, tu l'auras vu dans la miniature, donc je ne t'apprends rien. Par contre, ce que tu ne sais pas encore, c'est qu'aujourd'hui, au programme, il va y avoir un graphique, des classiques du théâtre, des contemporains, et également un conte. C'est parti! Le premier livre que je te présente, c'est Les enfants véritables, aux éditions J'ai lu, de Thibaut Bérard. C'est un livre qu'il a écrit en 2021. Bérard est écrivain et éditeur, ce n'est pas son premier roman. Alors ici, on est sur un roman choral qui parle principalement de l'amour filial. C'est un roman choral parce que il y a 3 parties et pour chacune des parties, c'est un des personnages de l'histoire qui est le narrateur. Donc on est vraiment avec son point de vue, externe à la situation, dans la temporalité présente ou alors dans des flashbacks du passé. Du coup, c'est assez rythmé, dynamique et ça change puisqu'on a vraiment à chaque fois un style qui est un petit peu différent et un point de vue qui est différent aussi. Donc ça, c'est assez bien fait. Au niveau de l'histoire, on suit une famille. On est vraiment avec Diane, qui est une mère qui n'arrive pas à être mère, en tout cas qui ne sait pas l'être de manière constante. Donc elle va régulièrement partir et s'absenter. On y suit également son compagnon, Paul, leur fille biologique, Cléo. Ensuite, on a également Solène, qui est la deuxième fille de Diane, qu'elle a eue avec un autre homme, mais que Paul accepte d'adopter ou de recueillir. Et nous avons enfin César, qui est un jeune garçon qui a été recueilli par Paul. Donc, toutes les thématiques tournent autour de qui est un enfant véritable. Est-ce que quand on a été recueilli ou adopté, est-ce qu'on peut se considérer comme un vrai enfant ? Et on a évidemment le point de vue ou la dimension de la parentalité avec les difficultés pour un père ou une mère de prendre sa place et d'être dans le rôle. Ici, ce sont des thématiques qui sont donc originales. Le livre, le style est très frais, je trouve. C'était très plaisant, très agréable, mais ce n'était pas fou. C'est un petit reproche que je peux avoir parce que je n'ai... Voilà, j'ai trouvé ça plaisant tout au long de ma lecture, mais un peu sans plus. On a les différentes pensées des personnages, on voit un peu comment ils vivent, chacun le rôle, la situation donc que la mère parte, comment est-ce qu'on peut être avec une fratrie qui est la sienne ou pas, avec les rôles de chaque personne. Donc il y avait beaucoup de choses pour me plaire. Là encore, même si la famille était attachante et que la psychologie des personnages était sympathique, parfois c'était un peu caricatural ou en tout cas attendu. J'avais l'impression de deviner la suite des événements et la fin aussi. Donc voilà, ça reste une lecture agréable, sympathique, qui soulève des questions intéressantes, mais je ne vais sans doute pas la garder en mémoire très très longtemps, mais voilà, c'était agréable. La deuxième lecture, c'est Bastard Battle de Céline Minard aux éditions Payot Rivage. C'est un roman qui a été écrit en 2008 et Minard est française. Ici, ce que je voulais également ajouter, c'est que le roman a obtenu la mention spéciale du prix Wepler en 2008. Alors, ce qu'est le prix Wepler, parce que j'ai été me renseigner, je ne le savais pas, c'est un prix qui récompense les nouveaux talents ou alors les plumes qui sont confirmées mais qui ne sont pas assez mises en avant. Et la mention spéciale, c'est pour aller encore un peu plus loin parce que là, ça récompense une œuvre audacieuse, excessive ou singulière sans visée commerciale. Je tenais à le préciser parce que je trouve qu'ici, le roman prend tout son sens et en tout cas, le prix a été obtenu vraiment à bon escient. C'est un roman médiéval écrit en vieux français, avec énormément de violence, mais une violence à l'excès. Et en ça, je conçois tout à fait que ce roman puisse obtenir un prix pour l'originalité et l'excessivité. C'est donc très spécial, puisque déjà, le vieux français, on n'est pas toujours habitué à le lire, c'est pas totalement, mais il y a quelques tournures, quelques mots, enfin, il faut quand même bien s'accrocher, mais c'est très conceptuel. Au niveau de l'histoire, on y suit le bâtard de Bourbon qui pille et qui s'en donne à cœur joie d'ailleurs, tout en violentant les villageois autant qu'il peut, lui et sa petite troupe. Donc on peut imaginer vraiment tout ce qu'il y a de plus horrible quand il y a des pillards qui ne cessent de user de violence.
Et est-ce que quelqu'un peut sauver cette ville? C'est un peu toute la question et toutes les péripéties qui vont s'enchaîner, donc je ne vais pas en raconter plus. C'est une histoire qui se déroule pendant la guerre de Cent Ans en 1437. Donc voilà, on a aussi ce contexte particulier que j'aime beaucoup. Et dans ce roman médiéval réinventé, on a des éléments, comme je disais, un peu loufoques, puisque on arrive avec des personnages japonais, on a des combats avec des samouraïs. Enfin voilà, il faut un petit peu partir dans pas du surréalisme, mais presque, ce qui marque également l'originalité du récit. Cependant, eh bien moi je n'y ai pas trouvé mon compte, puisque je n'ai pas trouvé le récit palpitant et j'ai pas vraiment trouvé ça drôle non plus. Donc si je n'ai pas trouvé ces deux éléments à la lecture, il ne me restait plus grand chose. Par contre, il ne reste pas moins que l'expérience de lecture y était marquante, je pense que je m'en souviendrai, et en ça, je suis contente d'avoir découvert cette lecture, qui d'ailleurs m'a été inspirée par Adoria, puisqu'elle a lu un autre des livres de Céline Minard. Je suis tombée sur Bastard Battle, j'avais envie de tester, et ça me donne envie de voir ce qu'elle a écrit d'autre, parce qu'effectivement, je pense qu'à chaque fois, on découvre autre chose, et on est un peu chamboulé comme lecteur. Donc ça n'a pas fait avec moi, mais ça le fera peut-être avec toi. Je te présente ensuite Aucassin et Nicolette, d'auteur inconnu chez Folio Classique. Ça a été écrit fin 12e, début 13e. Dans ma version, il y a un petit dossier sur la fin et surtout c'est une version bilingue. Donc on a en vieux français pour la première partie et on a la partie en français classique, accessible sur la partie de droite. C'est un roman que j'avais envie de lire, enfin un roman, c'est un récit que j'avais envie de lire parce que c'est un classique du Moyen-Âge que je ne connaissais pas. Si tu as vu mes favoris culturels, la chaîne de Luc Vaillancourt en parlait, donc ça me donnait déjà envie. Et puis, Délivrez-nous, qui est une chaîne que je suis aussi, que j'aime beaucoup, en a parlé et a mis en avant justement ce titre-là. Donc quand je l'ai trouvé, évidemment, je me suis ruée dessus pour essayer pour le découvrir. C'est une chante-fable avec deux parties. Il y a des parties paires qui sont en prose parlée et des parties impaires qui sont en vers et qui sont censées être chantées. Dans le dossier, il y a évidemment beaucoup plus d'explications sur ce qu'est une chante-fable, comment c'est construit, découpé, rythmé. Donc là, évidemment, je ne vais pas faire un cours de français aujourd'hui, mais je te laisse découvrir ce qu'on y dit parce que c'est très intéressant et très instructif. Donc, ma foi, ça ne fait pas de mal. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est que ça se lit extrêmement bien. Ça se lit tout seul, c'est très agréable. Il y a de l'action, il y a des héros amoureux, à qui finalement tout sourit, parce qu'évidemment, je ne t'ai pas expliqué l'histoire, mais on a Aucassin et Nicolette, qui sont tous deux fous amoureux l'un de l'autre, mais le père d'Aucassin ne veut pas qu'Aucassin se marie avec Nicolette, parce que Nicolette est une prisonnière d'origine sarrasine. Voilà, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible pour le gentil papa. Donc, s'ensuit plusieurs péripéties, où leur amour est mis à l'épreuve et voilà, je te laisse découvrir, c'est vraiment un texte qui se lit très très rapidement. C'est un récit qui pour moi est même bien plus agréable que Tristan et Iseux parce que, à mon sens, cet amour entre les deux personnages est plus fort et plus puissant parce que c'est vraiment leur personnalité, leur beauté qui les rend amoureux l'un de l'autre et donc c'est très mignon, c'est très touchant et c'est très joli. On est en plus avec les codes de l'époque, le contexte du Moyen-Âge, il y a des petites doses, des petites touches de merveilleux, on a des actions rocambolesques et des grands sentiments. Donc, que demander de plus? Pour moi, rien. Le livre a fait amplement le job et j'ai beaucoup apprécié ma lecture et découvrir ce classique du Moyen-Âge. Je suis ensuite passée à la lecture du mariage de Figaro de Beaumarchais. Ici, c'est en 2 tomes aux éditions Larousse. Je vais prendre voilà, le premier tome. Ça a été écrit au XVIIIe siècle et on est sur une suite du Barbier de Séville. Au niveau de l'histoire, on a Figaro qui, va se marier
avec Suzanne, qui est la camériste de la comtesse. On a le comte qui évidemment est amoureux de Suzanne. On a le page du comte qui est amoureux de la comtesse. On a la femme de charge qui est amoureuse de Figaro. Donc voilà, on part vraiment sur ces petites histoires-là qui du coup se prêtent bien au théâtre. Il y a beaucoup de clés de compréhension, je pense, à avoir du contexte du XVIIIe siècle que je n'avais pas toujours, je peux l'avouer humblement. Donc je suis sûrement passée à côté de plein de choses. Les éditions Larousse donnent pas mal de référencements et d'explications, donc ça c'est pas mal. Mais il faut y aller assez régulièrement parce qu'il y a beaucoup de références littéraires, culturelles, contextuelles, avec des personnages de l'époque, avec beaucoup de choses évidemment dont on n'a plus les codes à l'heure actuelle. Et donc ça peut un petit peu... Enfin moi ça m'a alourdi la lecture parce que je devais à chaque fois aller me référencer aux notes de bas de page pour un peu mieux comprendre parce que je n'avais pas ces clés-là évidemment. Mais voilà, c'est intéressant aussi, mais quand on est stoppé tout le temps dans des dialogues, voilà, pour moi en tout cas c'est pas le plus agréable. Par contre, je pense que pour l'époque évidemment ça devait être... génial de saisir tout ça d'entrée de jeu. Et puis il y a des petites notions, nous avons d'un côté les nobles et puis on a les petites gens. Donc dans cette pièce, on a aussi quelque part l'esprit qui triomphe ou les petits qui ne se laissent pas écraser par les grands. Donc voilà, je crois qu'il y a d'autres thèmes aussi, je ne vais pas trop m'appesantir sur tout ça. J'ai davantage apprécié Le Barbier de Séville, ou d'autres pièces de théâtre. J'avoue que le style de Beaumarchais, c'est pas mon style préféré, mais on ne peut pas lui retirer que son style est là, et c'est vraiment bien écrit. Il y a plein de phrases que j'ai trouvées très bien tournées et très drôles. Maintenant, ce qui a pêché le plus pour moi dans cette pièce, ce sont les situations à la vaudeville, puisque déjà rien qu'en lisant le résumé, on se rend compte de ce qui va se tramer. Et donc ici on est effectivement dans oh ciel mon mari. Donc voilà, si on aime, évidemment on peut s'en donner à cœur joie ici, mais moi c'est un peu c'était un petit peu trop. J'ai ensuite lu Sarrasine de Balzac. C'est une courte nouvelle, 60-70 pages grand maximum. Cette nouvelle a été écrite en 1830. C'est l'un des tomes de la Comédie humaine. Dans cette histoire, on suit un narrateur qui s'aperçoit qu'un vieillard est dans la salle de bal. Donc il y a une interrogation sur qui il est, une interrogation sur la beauté de cette famille qui organise le bal, et puis aussi du bel Adonis qui est représenté sur un portrait dans une des pièces de la résidence. Tout ce contexte-là, cette histoire-là se déroule à Paris en 1830, et le narrateur qui se trouve dans cette salle de bal en arrive à parler, en tout cas faire le récit à sa voisine de bal, Madame de Rochefide. Et là, il lui raconte l'histoire d'Ernest Jean Sarrasine, qui s'éprend d'une cantatrice au XVIIIe siècle. Donc, évidemment, l'idée, c'est de voir un petit peu qui sont ces personnages et quel est le lien entre le XVIIIe siècle et ce qui s'y passe avec Sarrasine et le temps actuel, et donc qui est ce vieillard. Difficile de t'en dire plus avec, évidemment, le court récit que c'est. C'était une bonne intrigue, mais j'ai pas été tellement bluffée non plus. L'écriture, qui je suis pour dire que ça ne me plaît pas, c'est quand même Balzac. Je pense qu'il y a des styles qui nous parlent moins et qui nous touchent moins. Balzac, j'en ai lu 2 ou 3, ça ne me plaît pas outre mesure. J'ai envie d'essayer encore le Père Goriot, mais si le Père Goriot ne me plaît pas, je pense que je pourrais dire que peut-être que Balzac n'est pas pour moi. Ici, je n'en garderai pas beaucoup de traces, même si j'ai apprécié ma lecture. Je trouvais que c'était bien mené, bien amené et bien écrit, mais ça n'a pas touché mon cœur pour cette fois-ci. Je te laisse t'en faire également ta propre opinion. J'enchaîne avec un livre que j'ai adoré, c'est Anima, qui a été écrit par Wajdi Mouawad en 2012 aux éditions Actes Sud. Là, on est sur un roman coup de poing. C'est l'histoire de Wash Debch, dont la femme, Léonie, a été tuée
violemment, je pense qu'on peut le dire aussi. Le personnage principal part alors à la recherche du meurtrier de sa femme et c'est l'occasion pour lui de partir en quête de lui-même parce qu'il ne sait pas d'où il vient. Il essaye de demander à son père, de poser ses questions sur ses origines, mais son père refuse obstinément de lui répondre. Ce livre, déjà au niveau de la narration, est assez brillant. À chaque chapitre, on est sur le point de vue d'un animal. Donc le titre du chapitre, c'est le nom latin scientifique de l'animal qui narre la partie de l'histoire. Et on a à chaque fois, du coup, son regard tiers, avec la distance, par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, avec le narrateur, ses rencontres avec d'autres personnes et l'évolution dans cette quête du meurtrier de sa femme et sa quête de soi aussi. Cette narration est originale et en même temps, du coup, rythme très très fort le roman, puisque à chaque chapitre, on se dit « Ah bah tiens, on est avec quel animal maintenant Ah oui, c'est un tel. Ah, et quel est le lien ?» Parce que ce qu'il y a d'assez phénoménal, c'est que pour chacune des rencontres avec l'animal, il y a un lien entre le narrateur et l'animal, puisqu'il se rend compte que, soit il a un petit lien, soit une petite interaction, donc il y a quand même une petite connexion entre lui et l'animal. Il y a beaucoup de... Donc c'est très rythmé et c'est très dynamique. On a de grandes thématiques puisque on a de la violence physique et psychologique tout au long du récit, mais sans que ce soit fortuit. Il y a un sens qu'on comprend petit à petit et ça vient donner du corps à la conception qu'on peut avoir ou les questions qu'on a de qui finalement est une bête, qui est violent. Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est l'animal? Tout au long, on suit comme ça Wash qui part en quête. On a donc la dimension de la bestialité tout au cœur, qui est au cœur du récit. Et on a une évolution et une fin de récit qui font réfléchir. Ce roman, pour moi, a été extrêmement dense au niveau de la psychologie du héros et de tous les traumas vécus et qui sont gardés en tête. J'ai vraiment adoré ce roman pour la narration, pour l'histoire, pour le personnage et pour ce qu'il a envie de laisser. Donc je t'invite vivement à te le procurer et à le lire. J'ai lu ensuite Une bête au paradis de Cécile Coulon aux éditions Le Livre de Poche. C'est également une autrice française qui a écrit ce livre en 2019. Là, on parle d'une famille qui vit dans une ferme. On y suit Émilienne, qui est la grand-mère de Blanche et de Gabriel, qui ont tous deux, donc frères et sœurs, qui ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Du coup, ils sont élevés par leur grand-mère et vivent dans la ferme. Émilienne et Blanche ont un tempérament très semblable. Elles aiment la terre, elles ont une force de caractère. Alors que Gabriel est assez taiseux, il garde beaucoup de colère en lui, due à la perte de ses parents. On les suit, donc toute cette petite famille, dans leurs relations, parce qu'ils grandissent, ils vont évoluer, un petit peu quand même, hein, on leur souhaite. Et puis on suit également l'amour de Blanche pour Alexandre. Au niveau du style, c'était à nouveau, pour moi, un style très fluide. C'est une lecture détente, même si certains sujets ne sont pas évidents, mais c'est quand même une lecture très détente. Par contre, il n'y avait rien de spécial à en dire pour le style, à mon sens, c'était bien écrit mais sans plus. J'ai pas su aller démarquer certaines phrases, par exemple. Pour les personnages et le propos du livre, j'ai pas toujours été convaincue non plus, parce que certains comportements sont un peu incompréhensibles. Il y a certaines relations qui semblent pour moi avoir été choisies par l'autrice, mais sans corps. Par exemple, Louis, qui est le commis, vit avec eux depuis 25 ans et il reste le commis qui ne fait pas partie de la famille alors qu'ils sont 3 autres. Enfin, il aurait tout à fait pu avoir un lien un peu plus conséquent que juste la personne qu'on paye pour aller aider à la ferme. Et comme en plus il est présent tous les jours, que lui-même aime beaucoup les membres de cette famille, j'ai pas vraiment compris pourquoi, par exemple, dans cette situation, on s'obstinait à le laisser comme ça de côté. Donc j'ai ressenti à chaque fois le choix, c'était volontaire, il devait rester en retrait et donc on le laissait en retrait. Mais je trouvais qu'au niveau de la psychologie pas la psychologie des personnages, mais en tout cas de l'évolution des relations, ça tenait pas vraiment la route. Donc ça, c'était pas le seul élément, donc ça m'a un petit peu
gâcher la lecture parce qu'à certains moments, je me disais, ben, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont choisi ça? Donc, voilà. Et il n'y avait pas assez de profondeur non plus pour que je me dise ah oui, ça va me laisser un impact pendant des années. Je trouvais que la lecture était plaisante, que le récit aussi se tenait, il y avait une fin sympathique, mais pas beaucoup d'intensité dans la lecture. Donc ça restera une lecture moyenne pour ma part. On passe au graphique, puisque là j'ai lu La fille dans l'écran, qui a été écrit à 4 mains par Manon Desvaux et Lou Luby. C'est aux éditions Marabule. Je vous montre parce que, évidemment, c'est ce qui fait toute la particularité. Je vais prendre une un peu plus en couleur. Voilà, la particularité de ce graphique, puisque de ce côté-ci, on a les planches de Manon Desvaux, et de ce côté-ci, on a les planches de Lou Luby. Si on regarde après, voilà, on est vraiment de ce côté-ci sur du noir et blanc et ici sur de la couleur. Les deux styles sont également très différents et je n'ai pas sucé de mon pouce, je l'ai lu dans la fin du graphique parce qu'il l'explique. Et donc c'est aussi très savoureux de savoir comment est-ce qu'ils en sont venus comment elles en sont venues à élaborer ce projet et voilà, et à le faire. En plus, elle n'était pas dans le même pays, donc c'est vraiment un très chouette projet. On suit Colline, qui est française, qui vit en France, qui est dessinatrice, qui a une phobie scolaire, qui se cherche, donc qui vit avec ses grands-parents. Et Marley, qui est ici à droite, qui est, elle, photographe. Elle est française, mais elle vit au Canada. Elle se cherche aussi. Elle est photographe, comme je le disais, de formation et de cœur, mais elle travaille dans un bar. Voilà, on a un peu ces deux personnages qui sont dans leur vie, mais qui aimeraient bien autre chose. Un jour, Colline contacte Marley parce qu'elle veut utiliser les photos de Marley dans le cadre de son projet à elle, qui est l'élaboration d'une bande dessinée. Et donc, évidemment, avec ce premier contact, va s'enchaîner toute une rencontre et relation que je te laisse découvrir. J'ai trouvé que c'était déjà un très beau style graphique, les deux. On peut avoir des préférences parce qu'on est dans deux styles différents, mais chaque planche déjà est découpée de manière originale. Il y a plein de petits détails, il y a plein de petites références, il y a des petites scénographies qui sont assez sympathiques et qui changent, qui rythment vraiment tout le graphique. J'ai adoré le côté visuel et j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé que ces deux personnages étaient vraiment très touchantes et mignonnes. Elles se faisaient du bien l'une l'autre. Les réactions qu'elles ont sont très crédibles et très cohérentes aussi. Donc tout ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai juste trouvé que parfois c'était un petit peu prévisible. Donc c'est une très bonne lecture que je te conseille. Voilà, mais ce ne sera pas un coup de cœur, mais vraiment très bon graphique. Je termine le topo lecture du jour avec Le Nain de Whitechapel de Cyril Anton aux éditions du Sonneur. Ce livre a été écrit en 2024 et c'est le premier roman de Cyril Anton qui est critique littéraire et parolier également. On suit Oscar et Vincent qui sont tous les deux nés dans une famille noble. Ils naissent en Angleterre fin du 19e siècle. Vincent est beau, grand, ils sont jumeaux. Pas de chance, Oscar, lui, est né nain et très laid. Par contre, il est virtuose de piano. Un jour, leur père, découvre que Vincent, malgré sa beauté, n'est pas bon en piano, contrairement à Oscar. Il décide donc, parce que vous comprendrez que ça ne va pas qu'un nain puisse être meilleur que le beau fils de la famille. Et donc, il l'emmène, déjà il le bat, et puis ensuite il est emmené, ce pauvre Oscar, dans une sorte de chenil, de lieu dans lesquels on abandonne les chiens. Donc il se retrouve là à 4-5 ans, je pense, hein, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et donc il se fait heureusement acheter par Freddy, qui lui essaye de venir régulièrement dans cette sorte de chenil pour acheter et s'occuper des différents chiens abandonnés. Quand il a vu Oscar, il a décidé de le prendre sous son aile également et de vivre avec lui et de le recueillir.
J'ai trouvé que ce conte noir était assez exceptionnel. C'est un très très bon roman. C'est ancré dans la réalité, une réalité noire puisque on est dans cette Angleterre un peu sale, avec du brouillard, les prostituées, le contexte de Jacques l'Éventreur. Donc voilà, c'est pas tout rose, mais en même temps il y a des éléments fantastiques, ce qui est assez plaisant aussi, et ce qui permet de laisser aller notre imaginaire, mais par petites touches, même si parfois c'est une grosse touche, mais ce n'est pas tout un univers de fantaisie, mais c'est parfois certains éléments du récit qui nous font dire oui, ok, on est dans le conte, ça ne peut pas se passer. Voilà, pour moi, ça passe tout seul et c'était aussi un élément très appréciable. J'ai beaucoup pensé à Mathias Malzieu, en fait, avec ses ouvrages, notamment La mécanique du cœur ou ce genre de contes-là. L'écriture, j'ai trouvé qu'elle était très léchée, avec des phrases comme ça fulgurantes, qu'on retient et qu'on a envie de lire plusieurs fois, notamment la première phrase qui est « Les hommes sont les ombres dans lesquelles ils tombent ». Il y a énormément de phrases comme ça que j'ai trouvées vraiment très très belles, il y a beaucoup de poésie, la musique est très présente, principalement le jazz, dans lequel on fait une analogie avec la note blues, la note bleue. On est dans... Parce que j'ai pas envie de raconter beaucoup l'histoire pour ne pas spoiler, même si la 4e de couverture spoil beaucoup. Oscar, qui est un abandonné, qui est finalement un laissé pour compte, se retrouve dans cette ville avec Freddy qui est noir. Il va se passer quelque chose parce que ce ne sont pas les seuls à être violentés, abandonnés ou miséreux. Il va se passer quelque chose parce que un gang sévit et tue justement les homosexuels, les noirs, les juifs. Et voilà, Oscar va un petit peu se dire, mais est-ce que je peux faire quelque chose là-dedans? Est-ce que je peux avoir une place et est-ce que je peux aider et contribuer à améliorer le monde? Donc on est aussi dans cette volonté, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut garder son âme, son cœur et continuer un petit peu la lutte. Du coup, j'ai trouvé que c'était un livre très engagé, mais de manière subtile. J'ai trouvé que ce roman noir amenait beaucoup de profondeur et sans être trop lourd, parce que ces éléments d'imaginaire viennent vraiment faire pétiller le récit. Donc voilà, je pense que ça peut aussi ne pas plaire à tout le monde, mais j'ai envie de dire comme chaque livre, moi ça l'a vraiment fait, et en plus c'est un livre qui reste en tête et qui me donne envie de le relire. Donc voilà, je me dis que peut-être que ça peut le faire aussi aux autres. Je l'ai pas vu, je ne l'ai pas encore vu. Après, il vient de sortir puisque c'est 2024. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu les retours d'autres personnes. En tout cas, j'ai terminé sur une très chouette note. J'espère que j'ai pu te donner le goût pour l'une ou l'autre lecture. Si jamais tu avais un autre avis, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le mettre en commentaire. Il y a quand même pas mal de livres qui étaient basés sur la bestialité et la nature humaine. Alors, je te pose la question suivante. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a révélé ou qui a révélé le meilleur ou le pire de la nature humaine? Si c'est le cas, écoute, tu peux partager cette ou ces lectures en commentaire. Je te souhaite plein de belles lectures ou de lectures qui dépaysent et je te dis à bientôt. Que le plaisir de lire soit avec toi.